Soucieux du moindre détail, il scrute tous les dossiers. Pour lui, l'actualité n'a aucun secret. Alexandre Dubé. En France, revenons sur ce commissariat de La Courneuve qui a été attaqué récemment, où 9 personnes depuis qui ont été arrêtées. Le climat est donc très tendu, les réactions politiques se sont multipliées. C'est le point de départ de notre discussion avec Stéphane Bureau. Salut Stéphane. C'est gentil de dire point de départ parce que je sais que systématiquement, tous les matins, on part de quelque part et on aboutit ailleurs. Notre territoire est large. Il n'y a rien comme être à Paris pour parler des États-Unis, mais pourquoi pas ce matin parler de la France? Parce que je pense qu'il y a des échos qui donneront à penser chez nous que l'actualité française n'est pas si éloignée de l'actualité canadienne ou québécoise. Sinon que les proportions sont loin d'être les mêmes. On vit. Est-ce que tu as souvenir, je ne sais pas quel âge tu as, du film The Bronx Fort Apache ou Le Bronx Fort Apache, dans lequel jouait Paul Newman, film de 1981. C'est ta question Trivial Pursuit de ce matin. C'est un vague souvenir. Un vague souvenir. Alors, Rappelle-nous un peu. film qui avait marqué les esprits, inspiré d'une histoire vraie de deux policiers qui travaillaient dans le Bronx, donc un des quartiers de New York, un des boroughs de New York, qui à l'époque était en état de quasi-guerre civile, quartier ravagé, dépeuplé, édifices incendiés par des propriétaires qui préféraient réclamer les primes d'assurance après avoir mis le feu à leur édifice que d'avoir des locataires. C'était une scène un peu apocalyptique et on avait tourné un film donc à la lumière de l'expérience des policiers qui avaient raconté leur vie là-bas. Bronx, Fort Apache, où le commissariat, dans une des scènes emblématiques, se retrouve assiégé par les gens du quartier avec des policiers qui sont aux fenêtres, terrorisés, se demandant si leur vie ne serait pas vaguement en danger. Poser la question, c'est y répondre. C'est un peu ce qui s'est passé dimanche dans un commissariat de police à la Courneuve, en banlieue de Paris. On n'est pas très, très loin, on est en Seine-Saint-Denis. Zone quartier chaud, comme on dit, c'est un euphémisme. Après, parce que c'est aussi lié à des événements qui ont toujours l'heure d'être des déclencheurs, après une poursuite contre un jeune homme qui avait refusé de s'arrêter, avait refusé d'obtempérer. Poursuite donc entre policiers et ce jeune homme sur un scooter qui est mort après avoir percuté un des véhicules policiers qui le poursuivait. On tentait de lui barrer la route. Et 4 jours plus tard, je décris un peu la scène. Je reviens à ma scène de 1981 au cinéma. Vers 11 heures dimanche soir, une cinquantaine de personnes cagoulées prennent d'assaut le poste de police à la Courneuve avec des tirs de mortier d'artifice. Alors on s'entend, là, c'est pas du bazooka, mais c'est littéralement des canons de feux d'artifice qui sont tirés à bout portant sur le poste de police, des cocktails Molotov et, selon les policiers, le syndicat des policiers, une envie vraiment d'en découdre et de casser du policier. Alors, on peut le comprendre, il y a du ressentiment dans les quartiers dits chauds. Les rapports entre l'autorité républicaine, la police et les habitants sont pas toujours au beau fixe, mais c'est difficile, quand je dis ça a des échos chez nous, c'est difficile de mesurer les proportions parce que c'est pas unique, ça arrive à répétition. Alors qu'on a un président qui, sur la place publique, dit « Je suis prêt à engager un conflit avec la Russie s'il le faut pour stopper l'Ukraine », on constate qu'il y a une guerre à basse intensité qui se livre pour des raisons sociales, c'est un peu ça dans le cas qui nous intéresse, pour des raisons qui sont plus criminogènes aussi, parce qu'il y a plusieurs petites villes qui sont pourries par les narcotrafiquants. Alors on dira que c'est un phénomène universel. Ça a pris des proportions en France à un point tel qu'à Marseille, on parle de la mexicanisation de la ville. Marseille, c'est pas nouveau, c'est pas le fait de M. Macron ou de ses prédécesseurs. Ça fait 100 ans qu'il y a un problème de criminalité profondément ancré dans la culture. Les élites politiques sont souvent aussi directement touchées par ces rapports incestueux entre le crime organisé et la vie politique. Et donc, il y a les deux fronts, c'est-à-dire des quartiers, des zones où la République française n'a plus tout à fait autorité pour des raisons sociales, pour des raisons d'opposition, pour des raisons, je dirais, quasi sectaires, c'est-à-dire qu'on refuse parce que ce n'est pas notre pays, la République française. Je fais attention à ce que je dis, mais c'est exactement ça. Les rapports
je le soulignais, sont extraordinairement tendus entre ceux qui essaient d'imposer l'ordre et les populations locales, mais ça donne lieu à des scènes qui sont surréalistes, qui relèvent du cinéma. Imagine, alors je vais planter un décor qui est parallèle ici, n'est pas parfait, mais va dans Montréal-Nord, imagine qu'un soir, une nuit, un des commissariats, un poste de police, est attaqué, mais attaqué pour vrai, assiégé, avec l'attente du renfort pour les policiers qui sont à l'intérieur pendant de longues minutes. C'est très, très long avant qu'on puisse rétablir l'ordre. Et dans les heures qui suivent, les jours qui suivent, on voit se déployer autour du poste de police, c'est ce qui s'est passé, ou du commissariat à la Courneuve, une mécanique quasi militaire, c'est-à-dire des chars blindés. Alors, il y a une ligne de défense pour protéger le commissariat de police. C'est une anecdote, mais on peut toutes les enfiler comme des perles et arriver à quelque chose qui ressemble à un collier cohérent. Puis je disais, il y a deux facteurs de cette insécurité. Il y a les rapports sociaux tendus avec des communautés qui s'identifient de moins en moins aux lois républicaines. Puis il y a carrément le crime organisé. À Marseille, ce matin, il y a visite surprise du président Macron, après que se soit trouvé là ce matin le garde des Sceaux, le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur, parce que, tiens-toi bien, 4000 policiers, 4000 policiers ont été déployés hier pour ce qu'ils appellent une opération Place Nette XXL, extra large, parce que il y a réellement deux mondes à Marseille, puis c'est pas la seule ville qu'on pourrait nommer, c'est-à-dire le monde où l'état de droit fonctionne, et puis un monde pas parallèle, mais marginal, où les autorités ont de moins en moins d'autorité et la loi est faite par les gangs, par les truands, par ceux qui contrôlent le très lucratif marché de la drogue. Alors, ça a l'air d'être un discours ce matin, je dirais, réactif, sinon réactionnaire sur ce qui se passe en France, mais les citoyens de ces villes sont nombreux à le souligner, c'est-à-dire que la vie normale n'existe plus pour eux quand ils sont au mauvais endroit. Et quand on parle de guerre, donc à livrer contre une puissance étrangère, certes, possiblement, peut-être, mais il y a aussi cette guerre qui se livre en sol français, qui fait certainement pas autant de morts, mais quand même, pour Marseille, seulement sur la question des narcotrafiquants, je pense que c'est 43 morts l'an dernier à Marseille, juste dans ces petites luttes entre narcotrafiquants, on parle pas de l'ensemble des homicides. Et en France, en ce moment, c'est 40 agressions par jour sur des représentants de l'ordre, policiers et autres. 40 par jour. C'est une dégradation du tissu social. Et quand on est à déployer 4000 policiers, tu sais, pour donner une idée, 4000 policiers, c'est plus ou moins 5% des soldats français déployables. T'sais, si on avait, parce que je pense qu'il y a à peu près 80 000 soldats qui sont mobilisables et opérationnels en France, donc si on allait faire la guerre, c'est avec ces gens-là. Juste pour Marseille, avec la police, on en a déployé 4000 dans les dernières 24 heures pour faire des arrestations tous azimuts et montrer qu'on veut reprendre le contrôle, mais c'est pas gagné d'avance. Non, et ça nous donne une idée de l'ampleur, effectivement, de la tension puis de la situation. De la France, allons aux États-Unis, Stéphane, pour parler des déboires judiciaires de Donald Trump, qui est incapable de garantir le paiement de 454 millions de dollars dans cette histoire de fraude financière à New York. Mm-hmm. Où il a été reconnu coupable d'avoir gonflé artificiellement le chiffre d'affaires de ses entreprises. Je le rappelle, dans ce cas-ci, il n'y avait pas de plainte. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui a dit, attention, on a attenté à mes intérêts. Et donc, il n'y a pas de dommages, sinon pour le procureur de l'État qui a dit des entreprises ont été flouées et nous sommes là pour faire respecter la loi, ce qui est vrai en termes de lecture du code. Il y avait une possibilité pour la procureure d'agir tellement qu'elle a emporté sa cause. Le juge a très généreusement en retour décidé de mettre une amende, de coder une amende de 375 quelques millions avec les intérêts. Pour ce qui est dû, on arrive à 454. Or, le milliardaire Trump, celui qui en a une plus grosse que tout le monde, je parle de fortune encore une fois, oui. Ne trouve pas le cash. Il n'est capable que d'en trouver à peu près 100 millions et des agences comme Chubb et d'autres responsables dans certaines circonstances, responsables, habilités à
garantir les choses avec une caution, ne sont pas capables de fournir ce qu'il faut à M. Trump. Ce qui signifie qu'à terme, d'ici une semaine, la justice américaine, si on ne trouve pas de solution, pourrait décider de saisir des actifs. Parce que s'il y a 100 millions à offrir en cash en ce moment, ça ne signifie pas pour autant qu'il ne vaille que 100 millions, mais des liquidités, il n'y en a pas. Alors, il est allé en appel du jugement et en disant, écoutez, c'est déraisonnable. Jamais dans l'histoire, on a vu quelqu'un être confiné à payer une pareille amende. Et comme il la conteste, parce qu'il va en appel du jugement, il en appelle aussi de la nécessité de déposer en garantie, jusqu'à ce que son appel soit entendu, les 454 millions qu'il est condamné à payer. Pour l'instant, il y en a une centaine de millions. Il faut voir que dans une autre affaire, civile toujours, on en a parlé, il avait été reconnu coupable d'agression sexuelle, puis éventuellement condamné à payer 85 millions en dommages pour diffamation. Or, il a été, dans ce cas-là, forcé de garantir qu'il paierait ses amendes, parce qu'il était aussi en appel, et c'est une caution de 91 millions de dollars qu'il a réussi à trouver avec une entreprise spécialisée. Mais tout ce que ça signifie, si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que ça a un impact sur le cours de la campagne, c'est que la marge de manœuvre personnelle de M. Trump, qui l'a toujours aidé, parce que faire campagne aux États-Unis, c'est une affaire d'argent, il est bien appuyé, mais il est en face d'un adversaire qui est beaucoup mieux appuyé. Les démocrates sont une machine en ce moment Les à coffres sont pleins. générer des millions. Les coffres sont pleins. Au mois de février, je pense que c'est 50 millions de dollars que M. Biden est allé chercher. Il y a un organisme environnemental qui s'occupe de conservation qui a promis, je pense, hier, 120 millions de dollars pour appuyer la candidature de M. Biden, disant que en termes d'environnement, de sauvegarde, de protection de la planète, c'était le seul candidat sur lequel il fallait miser. J'imagine qu'ils n'ont pas totalement tort. M. Trump, là-dessus, a une vision, disons, différente et autrement colorée de ce que sont les enjeux, peut-être pas aussi vert que les démocrates, et à tout le moins dans le discours. Donc, beaucoup d'argent pour les démocrates, avec un candidat républicain qui, personnellement, est dans les câbles, et un parti, parce que divisé, même si on essaie de faire l'unité autour de M. Trump, parti divisé, n'a pas réussi à ce jour à être aussi efficace en termes de levée de fonds que ne le sont les démocrates. Or, historiquement, les républicains n'ont jamais eu beaucoup de problèmes à trouver de l'argent. Et là, je ne dis pas qu'ils en manqueront, mais une campagne, c'est des centaines de millions, ça dépasse le milliard. C'est des sommes complètement astronomiques. On arrive, il y a pas d'entendement dans l'univers canadien. Tu dis ça, même en France, milliards de dollars. Or, M. Trump est à risque d'être, je dirais, asséché en termes de ressources financières personnellement. Puis peut-être, on va voir ce que ces avocats qui ont plaidé hier qu'ils ne pouvaient pas déposer l'argent en attendant l'appel et que c'était déraisonnable de lui demander. On verra s'ils sont entendus. Mais sinon, pour l'image de marque de Trump, il y a un sacré problème parce que il y a la possibilité de se mettre en faillite, ce qu'il a déjà fait, ce qui empêcherait l'application du jugement parce que c'est ces entreprises qui sont visées. Puis je pense qu'il va évidemment en campagne électorale essayer d'éviter ça, ou la possible saisie d'actifs par la procureure à New York et de voir donc des morceaux, probablement les plus brillants de l'Empire Trump, l'Empire immobilier, qui seraient entre les mains de la justice américaine, là aussi pour l'image pas terrible, sinon que la possibilité encore, puis je pense que c'est valable, pour M. Trump de faire valoir qu'il est un martyr de la justice qui travaille main dans la main avec ses adversaires politiques. Je pense que c'est ce qu'il va vouloir faire valoir, mais est-ce que ce coup de publicité vaut les centaines de millions de dollars que ça pourrait lui coûter? Je ne sais pas. C'est d'abord et avant tout un homme d'affaires qui s'est toujours pas mal intéressé à ce qu'il y avait dans les poches. Il y a des tests intéressants pour les prochains jours, semaines dans la campagne, mais aussi, je dirais, dans la vie privée de l'homme d'affaires Trump. Ouais, et tu faisais référence à ses adversaires politiques. Ben, parlons de Joe Biden qui a servi une autre mise en garde à Benjamin Netanyahou sur cette fameuse ligne rouge de Rafah.
Je serai bref là-dessus parce que je crois qu'on aura l'occasion d'y revenir. Puis il y a un risque de lassitude et quant à moi, c'est absurde qu'on puisse se lasser de ce qui se passe là-bas parce qu'on parle de la vie de dizaines de milliers de personnes, enfin de millions d'individus, mais on parle de plus de 30 000 victimes dans le cas de Gaza, d'Israéliens aussi qui sont malmenés, tétanisés par ce conflit-là, parce que c'est très difficile de ne pas reconnaître que des deux côtés, il y a de l'angoisse, mais en ce moment, si j'avais à choisir, ça serait plutôt en étant à Gaza que je serais terrorisé. Et là, le président américain, son équipe, ont dit, encore une fois, Rafah, parce que les opérations israéliennes ont amené les populations de Gaza à se déplacer vers le sud, comme dans un entonnoir. Rafah, il y avait 300 000 habitants il y a quelques mois qui y vivaient. Je pense qu'il y a plus d'1 million de personnes qui y sont entassées. Alors, l'idée de dire, nous allons prévenir les populations avant d'intervenir pour qu'elles puissent sortir, c'est OK. Pour les envoyer où? Les villes du Nord ont été, je dirais pas rasées, mais passablement massacrées. L'espace pour vivre. Toutes les grandes organisations humanitaires, y compris les Nations Unies, disent en ce moment, il y a un risque, non seulement un risque, une certitude de famine, mais de famine aggravée. Euh, dans ces circonstances, les Américains disent, OK, vous ne pouvez pas faire quoi que ce soit sans trouver des solutions. Je ne sais pas ce que peuvent être les solutions offertes par l'armée israélienne en ce moment aux Palestiniens, mais d'un point de vue strictement politique, et au risque de me répéter, c'est la crédibilité de M. Biden qu'il risque à chaque fois, parce que ces avertissements, pour des raisons qu'on peut comprendre d'un point de vue israélien, eux, ils livrent leur combat, ils se foutent complètement de ce qu'on en pense. Euh, Puis ils sont en mesure d'avoir cette attitude parce que de l'autre côté, les Américains disent on est avec vous de façon indéfectible. Donc, t'es mis en garde, mais on te dit on va pas te couper tes bonbons. Et je crois que les mises en garde donc de M. Biden seront inopérantes auprès de ceux qui estiment qu'en ce moment, il est complice des pires dérives. Et ce sont des électeurs dont il aura certainement besoin au mois de novembre. Je vous présente ça, je te présente ça dans l'angle le plus étroit, l'angle politique, électoral, mais ça compte certainement, en tout cas pour M. Biden et son équipe, qui ont ce discours, mais une pratique qui ne semble pas se réconcilier, et je doute que M. Netanyahou, lui, soit très intimidé par ce que disent les gens à Washington. Merci Stéphane. Salut. À demain.